Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, on va continuer avec les systèmes à un seul degré de liberté soumis à une excitation P de T différent de 0, c'est-à-dire les systèmes forcés. Ils peuvent être amortis ou non amortis. Maintenant, notre excitation est du type périodique, en échelon ou bien impulsif. On va voir les trois cas parce qu'elles sont beaucoup plus importantes pour la suite des vidéos. Donc, avant cela, donc, on va définir une équation, on va revenir à notre équation fondamentale de mouvement, donc M second plus C point plus KU de KU est égal à P de T, et on va faire changer P de T donc, entre périodique, impulsif et non échelon. Donc, la même chose, c'est une équation différentielle du second degré avec ce membre. Donc, c'est la même démarche qu'on va utiliser pour résoudre ce type d'équation, parce qu'on a dit en général que le mouvement est dépendant de l'excitation, que pour une excitation périodique qui se répète dans le temps, on utilise beaucoup plus la superposition ou bien le principe de superposition dans le cas linéaire. Et pour, en général, une excitation impulsive, on va voir que c'est une excitation de très courte durée où l'amortissement n'aura pas le temps de se développer. Donc, on aurait beaucoup plus dans une situation non amortie. Donc, avant cela, on définit un principe fondamental qu'on utilise généralement en dynamique comme en statique lorsque le système est élastique linéaire. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Et là, c'est simple. Un principe de superposition suppose que si je veux calculer une réponse à un système ou bien à une force en général qui est la combinaison de deux forces, donc si je veux calculer le déplacement dû à P3 qui est égal à 1P1 plus A2P2, il serait facilement donc de démontrer que le déplacement dû à P3, c'est le coefficient A1 multiplicateur par le déplacement du AP1 plus un coefficient A2 multiplié par le déplacement du A2. Donc, on aura cette superposition des effets où, si je connais le déplacement U1 du AP1, le déplacement du U2 AP2, donc il suffit de combiner pour avoir le déplacement U3. Donc, ça, c'est très pratique, surtout lorsque les excitations de type P3 sont un peu compliquées ou bien un peu importantes. Donc, on peut toujours les décomposer en somme de plusieurs excitations. Donc là, c'est le principe de superposition. Alors, on commencera d'abord par l'excitation de type périodique, puis on verra les excitations de type échelon, et enfin on terminera avec les excitations impulsives. Une excitation périodique est une excitation qui se répète dans le temps. Elle peut être de forme quelconque dans l'intervalle de temps, mais l'essentiel, elle se répète dans le temps. Elle peut être développée en série de Fourier, on va le voir. Elle peut s'écrire comme une somme de forces harmoniques, Pn de t, parce que c'est des séries de Fourier, et chaque terme de la série donne une réponse dynamique, une réponse harmonique, ce qui veut dire que dans le cas linéaire, on peut appliquer le principe de superposition pour avoir la réponse totale. Et donc, on peut facilement avoir une force P de t développée en série, avec des coefficients A0, A1 et B1 qui doivent être ajustés de telle façon à ce que l'équation soit plus ou moins une équation précise. Donc là, c'est le principe de la décomposition en série. Quelle que soit la valeur P de T, donc, on retrouvera donc ce type de développement en série de type cosinus et sinus. Donc, le plus intéressant, c'est que on arrive à définir une force d'excitation P de T quelconque sous la forme de fonction harmonique, et ça sera plus simple puisqu'on a déjà traité ce type de problème. Donc là, il ne faut pas la même chose confondre Tp qui est la période de l'excitation, qui est égale à 2pi sur n oméga, pardon, 2pi sur oméga, et bien sûr Tn qui est la période des harmoniques Pn de t. Donc là, on a un exemple de type de fonction périodique. J'ai dit que la fonction, elle se répète. Donc, vous voyez que cette partie-là, jusqu'ici, donc, elle se répète. Jusqu'ici, donc, ici. Vous voyez, donc, à peu près, elle se répète. Et on aura donc une deuxième partie, donc, qui va continuer ici et revenir, donc, de la même manière.
Donc, à l'intérieur, c'est une excitation quelconque. Par contre, elle se répète suivant une période dp qui fait 2pi sur oméga. Donc là, ça, c'est la force, c'est la sollicitation. Le déplacement, la même chose, il peut être périodique. Donc, ça, c'est le déplacement. Donc, vous voyez qu'il se répète dans ce sens. Ça, c'est qui se répète dans le temps. Exemple, un piéton sur une passerelle. Si maintenant, vraiment, la sollicitation est de type sinus ici au lieu de cosinus, donc elle est en même temps périodique. C'est un cas particulier donc, de ce type d'excitation. Donc, comme j'ai dit, toute fonction P de T peut être développée en série si elle se répète dans le temps. Et on aura donc à choisir les coefficients, les AI, A1, B1. Ils ne sont pas quelconques, donc ils sont choisis selon les formules 53, A0, A1 et B1. Il suffit de connaître l'expression de P de T donc, et de à chaque fois intégrer pour avoir les coefficients A0, A1, B1 pour pouvoir les introduire dans mon équation donc développée. Donc là, comme j'ai dit, le choix est vraiment important puisqu'il faut que P de T converge vers sa série. Donc là, une autre forme d'écriture, au lieu d'écrire les cosinus sinus, on passe par les exponentielles, ça c'est connu de façon générale. Donc le passage entre cosinus sinus et exponentielle se fera de façon classique. Et on aura donc cette expression-là qui est semblable à celle-là, avec donc un coefficient C1 toujours qui est bien choisi de telle façon que la convergence soit plus ou moins correcte. Donc maintenant, ayant cette force P de T, donc je peux calculer la réponse de chaque terme de cette force et puis faire la superposition dans le cas élastique linéaire. Donc la réponse totale due à P de T, c'est la somme des réponses dues à chaque terme. Donc là, vraiment, on a le terme A0, le terme A1 cosinus de pi1 sur TPT et le terme B1 sinus de pi1 sur TP. Donc, si je prends par exemple le système non amorti, et on va considérer que la partie permanente, donc la réponse due à cette force-là, c'est-à-dire à 1 cosinus de pi 1 TP sur T, on l'a déjà vu, donc c'est égal à ceci. Donc ça, c'est, vous retrouverez votre P0 ici sur K, et vous retrouverez votre D concernant le terme N. Donc ça, c'est pour non amorti soumis à une sinus, à une fonction sinus. De la même manière, si je prends ce terme-là qui est de type sinus, donc c'est toujours le chapitre, l'équation 4.8, le chapitre donc 4, on aura toujours U de t est égal, vous retrouvez P0 ici, et vous retrouvez votre coefficient d'information dynamique D dans le cas des ces excitations harmoniques non amorties. Il me reste donc le terme A3. Le terme A3, donc c'est simple, c'est une constante. Et on aura donc une réponse de type A0 sur K comme réponse permanente. Là, donc, on a 5.6, on a 5.7, on a 5.8. On peut donc les combiner pour avoir la réponse du AP de T complète. Donc, notez que Rn, c'est n sur oméga 0, c'est n fois R. Donc 5.10 représente la réponse totale qui est la superposition de toutes les réponses élémentaires. Pour les systèmes amortis, c'est la même chose. Donc, il suffit de prendre la valeur de D correspondante donc à la valeur au système amorti. Donc, il n'est plus 1 sur 1 moins R2, mais beaucoup plus ce terme-là, donc avec un déphasage alpha. Là, donc, on retrouve la même chose. Si je prends le premier terme en cosinus, on aura cette réponse-là, voire équation donc 4.23. Si on prend le terme en sinus, on aura cette réponse-là. Et si on a le terme en A0, ça reste la même chose. La combinaison des trois, ou bien la superposition des trois avec des sommations, ça va me donner donc la solution totale du A P de T qui est exprimée en série. Donc là, c'est la réponse permanente. Si je veux prendre encore la réponse complémentaire, sans second manque, on a dit qu'en général, la réponse dynamique, c'est la réponse permanente plus la réponse transitoire, bien que la réponse transitoire est généralement négligée. Mais si on veut la prendre en considération, donc, il faut ajouter les termes correspondant à cette réponse transitoire. Donc, dans le cas non amorti, c'est A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t. Et dans le cas amorti, donc, c'est exponentielle moins xi oméga 0t, A cosinus oméga t, AT plus B sinus oméga AT. Vous revenez donc au chapitre 4, c'est les équations 4.3 et 4.16. Donc, on peut les ajouter avec les autres qu'on a trouvé, donc le 5 et 14 ici,
et, si vous voulez, le 5-10 pour les systèmes amortis et non amortis pour les solutions permanentes, ça devient lourd. Ça devient vraiment très lourd. Donc, en général, on ne gère pas ceci avec, lorsqu'il s'agit de séries un peu complexes, on passe beaucoup plus par les fonctions donc, exponentielles. C'est plus pratique et c'est plus, si vous voulez, ça simplifie les calculs. Donc là, on revient à la deuxième forme de la série, donc avec P de t est égal à somme de Cn exponentielle de I pi n Tp sur T avec Cn qui est égal à l'expression 5 moins C. Par les transformations de l'air, on peut passer de l'un à l'autre. C'est très important. Donc, euh, tous les termes imaginaires s'annulent. Donc, tous les termes imaginaires s'annulent. C'est normal, P de t est réel. Donc, on peut prendre que la partie réelle de cette série, si vous voulez, donc la partie réelle. Et là, donc, la même chose. Une réponse due à un terme, donc, va me permettre de faire la sommation de ces réponses pour obtenir la réponse due à P de t. Donc là, on prend P0 exponentielle I de t, donc c'est celle-là, si vous voulez, pardon, c'est ce terme-là pour une valeur initiale, n est égal à 0, et on va essayer de la généraliser. Là, vous voyez donc, c'est cette partie-là, et on prend que la partie réelle. Donc, vous voyez que on revient, on détermine une réponse qui est égale à h oméga p0 exponentielle i oméga t, avec h oméga qui se retrouve donc est égal à a sur p0, donc 1 sur k facteur de 1 sur 1 moins carré plus 2xi xi r. Donc, h oméga est appelé la fonction de réponse en fréquence complexe qui est utilisée pour déterminer la réponse maximale permanente. Donc, comme j'ai dit, un seul terme me donnera cette réponse-là. Et puis, donc, on va essayer de la partie réelle pardon, de ce terme, on va essayer de sommer pour obtenir la somme de tous les termes pour obtenir la solution totale permanente. Là, ça me donne l'équation 5.21 comme étant la réponse totale. Donc, je passe ceci. La conclusion, pour une force d'excitation P de T donnée, d'abord, on calcule les coefficients A0, A1 et B1 pour la première forme, ou bien C1 pour la deuxième forme. Les coefficients sont donnés juste après. En fonction du type du système, amorti ou non, et de la solution demandée, totale ou uniquement permanente, calcule les réponses dues à chaque terme de la série. Et puis, on fera la somme pour superposer les réponses élémentaires pour obtenir la réponse totale, que ce soit la première fois ou bien la deuxième. C'est ça la procédure donc, concernant l'excitation périodique. Donc, rapidement, un exemple. On a une excitation périodique. Donc, il faut faire attention. La période dans ce sens, c'est celle-là. C'est cette fonction qui se répète avec ici un 0. Donc, c'est cette fonction qui se répète. Donc, ça, c'est la période. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas si vous voulez, la confondre avec la période de cette fonction-là. Parce que ça, c'est une fonction sinus qui a une période, qui est différente de la période, donc de la fonction elle-même. La fonction qui se répète et qui est périodique, c'est bien la demi-sinus plus cette partie-là. Plus cette partie. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça qu'on a un TP sur 2 et un TP sur 2, ce qui me donne ici un TP qui est la période de l'excitation périodique. Donc, on veut calculer la réponse permanente. On donne TP sur T est égal à 4 tiers. Donc, comme j'ai dit dans la procédure, on calcule d'abord A0, A1 et B1. Donc, A0, c'est l'intégrale de P0 sinus 2pi sur Tp entre 0 et Tp sur 2. Donc, parce que ma fonction est définie entre 0 et Tp par ceci, et entre Tp sur 2 et Tp par 0. Donc, je vais intégrer par rapport à 0 Tp sur 2 et par rapport à Tp sur 2 et T. TP. Je suis obligé d'intégrer de cette partie à cette partie-là, puis de cette partie à cette partie-là. Comme la deuxième partie est nulle, donc l'intégrale est égale à 0, il me reste l'intégrale de cette partie uniquement entre 0 et Tp sur 2. Donc là, c'est pour calculer A0, A1 et B1. Donc vous voyez que ça me donne l'intégrale de ceci pour A0, l'intégrale de ceci pour A1 et l'intégrale de ceci pour B1. Je vous laisse le soin de faire ça et de calculer les intégrales
faut faire attention à ce que lorsqu'on a des sinus et des cosinus, en général, on a une condition d'orthogonalité, c'est-à-dire lorsqu'on a ce type d'intégrale à calculer, il a deux valeurs, soit 0, soit 1, c'est-à-dire si les termes sont les mêmes, donc c'est 0, si les termes sont différents, c'est égal à 1. C'est uniquement 1 ou 0. Pardon, c'est inversé, je pense. C'est beaucoup plus. 1 si est égal à 1 et n est égal à 0, est égal à 0 si n est différent de 0. Donc tous les termes sont nuls sauf ceux qui sont les mêmes. Donc là, on calcule à 0. Je vous laisse le soin de faire ce calcul numérique. C'est un calcul d'intégrale simple qui me donne A0 est égal à pi0 sur P. A1 qui est égal à soit 0 si n est impair, soit P0 sur pi 2 sur 1 moins 1 au carré si n pair, n est pair. Et B1 est égal à P0 sur 2 si n est égal à 1, est égal à 0 si n est inférieur à 1. Donc, avec ces valeurs-là, je peux facilement déterminer ma force P de T d'abord parce qu'elle est définie par A0, AN et B1. Donc là, c'est ma force A0 et ça me donne donc ce type de force. Maintenant que j'ai un ensemble de termes dans la force, je peux calculer la réponse de chaque terme et faire la superposition ou bien la somme des différentes réponses. Donc, puisque Rn, c'est une donnée, est égale 1 oméga sur oméga 0, c'est égal à 1 fois 3 quarts. Donc, j'aurai un déplacement, en le remplaçant de l'équation 5.14 dans le système non amorti, j'aurai un déplacement de ce type de fonction qui est très convergente, bien sûr, avec quelques termes, c'est rapide, donc on converge rapidement. Maintenant, on passe au deuxième type de fonction d'excitation, c'est ce qu'on appelle l'excitation en échelle. Une excitation en échelon, elle peut prendre plusieurs formes. On prendra d'abord la première la première excitation en échelon, c'est une excitation qui est constante dans le temps. Bien qu'elle est constante dans le temps, on va la considérer comme une excitation dynamique, parce qu'elle est en échelon. Donc là, elle peut prendre deux valeurs, soit P0 pour T supérieur à 0, soit est égal à 0 pour T négatif. Donc, on retrouve notre équation du mouvement 1 mu seconde plus C point plus K est égal à P0. Et bien sûr, P0 est constant. La solution, c'est une solution particulière plus une solution homogène. La solution homogène, puisque notre système, on va le prendre donc à moitié. La solution homogène, bien son second membre, ça sera du type exponentiel facteur de A cosinus oméga A plus B sinus oméga AT. Et la solution particulière, donc c'est une constante, c'est P0 sur K. Donc si je fais la somme des deux, j'obtiens cette solution due à cette charge en échelle. Si je remplace les conditions initiales quelconques, donc U0 et U.0, on retrouvera les équations A et B. N'oublions pas qu'il faut d'abord calculer la vitesse à n'importe quel temps t pour pouvoir remplacer U.0 et U.20. Donc là, en remplaçant, donc, on retrouve ce type de solution avec les U0 et U.0. Si maintenant les conditions initiales sont nulles, il suffit d'éliminer les U0 et les U.0 et vous retrouvez donc la fameuse équation donc, de solution P0 sur K facteur de 1 moins exponentielle xi oméga 0 t cosinus oméga t à t plus xi oméga 0 sur oméga a sinus oméga at. Donc là, à peu près, donc on peut définir un coefficient d'amplification dynamique qui est égal à U max sur U0, U max sur U0, puisque U0 c'est P0 sur K, donc ça sera K fois U max sur P0. Pour les systèmes non amortis, donc là, pour la charge constante, on néglige l'amortissement et ça devient donc le changement est beaucoup plus dans la solution homogène, c'est-à-dire UC, où il n'y a plus d'amortissement, elle est exponentielle. On n'aura que A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t. Donc, de la même manière, j'ajoute la solution particulière et j'obtiens la solution totale du AP0 constant. Donc, A et B par les conditions limites. Si j'ai deux conditions limites, quelconque U0 et U.0, donc on retrouvera la forme 5.26. Et maintenant, si U0 est nul et U.0 est nul, on retrouvera donc la forme U de T est égal à P0 facteur de K, sur K facteur de 1 moins cosinus oméga 0 T. Maintenant, je peux toujours calculer un D max. Le U max, là,
qui est le déplacement dynamique maximal, il se produira en général lorsque ceci est égal à 1. Or, ceci, si pour être égal à 1, donc le cosinus maximum c'est -1, -1 et plus 1 c'est 2. Donc c'est pour ça que D en général est égal à 2, donc dans notre cas. P0 sur K, c'est toujours la partie statique. Donc, vous voyez que ça, c'est D au maximum, et ça, c'est le U statique. Donc, le D, pour qu'il soit maximum, il faut que le cosinus soit égal à -1, c'est sa valeur maximale. Moins, c'est plus 1, ça nous donne un D est égal à 2. Deuxième type d'excitation en échelon, c'est l'excitation donc, qui commence à partir d'un certain valeur taux supérieur à 0 et elle va être constante après cette valeur. Donc elle est à P0 pour T supérieur au taux et est égale à 0 pour T est inférieur. En fait, celle-ci, elle ressemble. Si je fais un décalage ici de mon repère, elle ressemble à la première et on revient donc au cas premier. Donc au lieu de travailler sur T, on va travailler beaucoup plus sur T moins tôt pour définir ce décalage-là. Sachant que j'ai des conditions limites ici, U de taux et U point de taux quelconque, donc je peux remplacer et de la même manière dans les différentes équations qu'on a trouvées tout à l'heure, donc par exemple le 5,24 et le 5,25 pour les cas amortis, donc à un taux T moins taux, donc avec un déphasage de taux. Ou bien pour le système non-amorti, donc la même chose, on le trouve. Maintenant, si les conditions initiales sont nulles, U de taux est égal à 0, U point de taux est égal à 0, ou bien U de taux est égal à 0, U point de taux est égal à 0 pour les systèmes non-amortis. Donc, on retrouvera nos fameuses équations décalées d'une valeur de taux qui est la translation du repère. Troisième type d'excitation en échelon, c'est une excitation donc, qui est constante dans un intervalle taux et taux prime. Donc, uniquement taux et taux prime. Donc, si elle est comprise dans cet intervalle, elle est constante. Si elle sort de cet intervalle-là, donc elle est égale à 0. Donc, on prend les deux cas. Le premier cas avec P0 et le deuxième cas, donc, lorsqu'elle est nulle. Parce que c'est très important. Lorsque donc, mon excitation est nulle ici, bien sûr, après, elle continue avec une vibration libre, mais avec des conditions initiales qui est égale à taux prime. C'est pour ça qu'on prend les deux variables, les deux intervalles. Donc, si entre taux et taux prime, on serait dans le cas charge constante appliquée avec un décalage de temps, donc voilà les équations 5,29, 5,30, 5,31, 5,32, la même chose. Par contre, si je suis au-delà de taux prime, donc si je suis ici, par exemple, là. Donc, je suis en mouvement libre parce qu'il n'y a pas de force, mais ce mouvement libre est dû à la fin de ce point-là. C'est-à-dire, ça devient une condition initiale pour la deuxième partie de mon mouvement. Donc, c'est une condition oscillation libre due au déplacement et vitesse finaux de la phase 1. Donc, U2 de taux prime est égal à U1 de taux prime et U taux prime et U2, U.2 de taux prime est égal à U.1 de taux prime est égal à U point taux prime. Avec 1, c'est la phase 1 et 2, c'est la phase 2. Bon, je vais appeler ça, si vous voulez, la phase 1. Ça, c'est la phase 1. Et ça, c'est ce qui vient après. Donc, ça, c'est la phase 2. D'accord? Donc, vous voyez que le démarrage de la phase 2 se fera à partir de la fin de la phase 1. Donc, c'est pour ça que les conditions limites sont bien précises entre les deux phases. Donc là, avec ceci, je retrouve un déphasage, donc maintenant, entre T et taux prime, donc un déphasage de taux prime, la même chose, donc c'est comme si je commence à se reperdre. Donc ça c'est pour taux prime. Donc, si les conditions retrouvent en remplaçant les conditions initiales en taux prime, donc on retrouve pour le cas amorti cette expression-là, et pour le cas amorti, donc cette expression-là, sachant que A et B sont définis par les conditions. Avec U taux prime est donné par 5,29, pour T est égal à taux prime, puis on dérive pour U point taux prime. Donc si je veux chercher U taux prime et U point taux prime, ce sont les valeurs qui sont définies par la première phase, c'est-à-dire beaucoup plus cette valeur-là, 5,29 et 5,30 pour le système amorti et non amorti. Donc là, c'est un peu lourd en remplacement, donc, mais il suffit donc de retrouver le U taux prime et le U point taux prime
de la phase 1 à la fin de la phase 1 pour qu'il soit le départ de la phase 2. Troisième type d'excitation en échelon. Donc, on a une constante P0 entre taux et taux prime. Et puis, dès que ça dépasse taux prime, donc, on a une deuxième constante P'0. Donc, entre taux et taux prime, c'est P0. Et lorsque c'est supérieur au taux prime, donc, ça sera P'0. Dans ce cas, donc, on considère toujours deux cas à considérer. Le premier cas, c'est celui-là. Et le deuxième cas, c'est celui-là. Le premier cas, on serait dans le cas de la charge constante P0 appliquée avec un décalage de temps taux. Donc, la même chose pour les équations. Et lorsque t est supérieur au taux prime, donc, on serait toujours dans le cas charge constante P'0 appliquée avec un décalage de temps taux prime. Donc, c'est comme si je prends ces équations-là et je leur fais un décalage maintenant de taux prime au lieu de taux. Mais à condition que, toujours, là, si j'appelle ça, c'est la phase 1. Si j'appelle ça, c'est la phase 2. D'accord? À condition que le début, celui-là, le début de la phase 2, c'est la fin de la phase 1. Donc, les conditions initiales de la phase 2, ce seront les valeurs finales de la phase 1. Il faut faire attention, donc, parce que, obligatoirement, donc là, on n'a pas des conditions initiales nulles à taux prime. On a des valeurs, donc, qui sont exprimées par la fin de la phase 1. C'est pour ça qu'on écrit U de taux prime est égal à U1 taux prime et U point de taux prime est égal à U point 1 taux prime. Donc là, on retrouve nos équations, si vous voulez, 5,29, 5,30, 5,31, 5,32 pour le cas à moitié et non à moitié, et pour des conditions initiales, donc nul, si vous voulez, ou là, différents extraits. Donc là, c'est entre taux et taux prime, donc on est avec un déphasage de taux, et entre supérieur taux prime, donc on est avec un déphasage de taux prime. Alors, troisième type et le dernier type d'excitation, c'est ce qu'on appelle les excitations impulsives. C'est quoi une excitation impulsive? Une excitation impulsive, c'est une excitation qui vient d'un seul coup. Donc, elle ne se répète pas dans le temps, mais elle est de très courte durée. Un choc, par exemple, c'est très rapide, et il vient d'un seul coup. Il n'est pas périodique dans le temps, donc il ne se répète pas, et il est de très très courte durée, donc c'est des dixièmes de seconde, voire des centièmes de seconde, c'est vraiment très très tellement court que en général, l'amortissement n'aura pas le temps donc de se développer durant cette excitation. Et c'est pour ça que, en général, l'amortissement est négligé pendant l'excitation de la structure. Donc, dans ce cas, on considérera toujours deux phases. Par exemple, si je prends ce cas-là, on considérera toujours deux phases. Cette phase 1, donc, qui est la phase forcée et excitée, d'accord? Et la phase 2 maintenant, qui est la phase donc libre, mais qui est libre et elle continue à vibrer dû à ce point-là, c'est-à-dire dû à la fin de la première phase. Donc, le déplacement et la vitesse de la première phase à la fin de cette phase-là vont constituer des conditions initiales de la deuxième phase. C'est pour ça qu'on considère toujours deux phases, une phase forcée, donc excitée par l'impulsion elle-même, et une phase libre où c'est les conditions finales de la première phase qui vont devenir des conditions initiales de la deuxième phase. Donc, cette impulsion peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre une sinus, elle peut prendre triangulaire, elle peut prendre rectangulaire, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est d'avoir donc une équation mathématique pour qu'on puisse résoudre ce type d'impulsion. Donc, comme j'ai dit, c'est le cas d'un choc, d'un impact dû à une collision, à une explosion, joint du pont, parc d'attraction, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment d'un seul coup et très, très rapide. C'est très important, donc, ces impulsions, parce que on va voir par la suite qu'elles vont constituer la base de toute une méthode de résolution qu'on appelle la méthode de Duhamel, qui est très générale pour des excitations quelconques. Donc, rapidement, on va voir les trois types d'impulsions de façon un peu détaillée. Donc, je vais essayer d'être un peu précis et en résumant donc l'effet de ces impulsions-là, on prendra d'abord l'impulsion rectangulaire de valeur P0 entre une phase donc 0 et T1, première phase, et une phase supérieure à T1 qui est égale à
P2. Donc ça, c'est l'impulsion triangulaire. Là, l'équation du mouvement, j'ai dit, on néglige l'amortissement parce qu'il n'aura pas le temps de se développer. Et on aura donc une équation de type, dans la première phase, mu seconde 1 plus KU1 est égal à P0. Donc là, on retrouve l'équation différentielle avec second membre, toujours une équation, une solution particulière, puis une solution complémentaire, puis une solution particulière. La solution particulière dans le cas non amorti, c'est celle-là, et particulière puisque c'est constant est égal à P0 sur K. Donc, avec des conditions initiales quelconques, donc on retrouve ce type de solution. Et si les conditions sont nulles, donc la même chose, ceci s'en va. Et il me reste donc P0 sur K facteur de 1 moins cosinus oméga 0 T. On a déjà vu ça lorsqu'on a parlé d'une fonction d'implication est égale à 2, puisque cette valeur-là doit être maximale. Donc, sa valeur maximale, c'est lorsque le cosinus est égal à moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, c'est plus 1 c'est 2. Et ça va me donner 2 fois le déplacement statique. Donc, pour la deuxième phase maintenant, on a un système libre. Donc, vous voyez que dans la deuxième phase, c'est beaucoup plus un système libre. Là, donc, on est dans le système libre. Pardon, celle-là. Donc, c'est cette partie-là. Et on a cette équation-là, bien sûr. Mais avec U2 de T1 à la fin, qui est égal à U1 de T1. Donc, le début de la phase 2, son déplacement, est égal au déplacement de la fin de T1, de U1, pardon. Et la même chose pour les vitesses, donc, si vous voulez. On suppose que le système est au repos, donc on reviendra sur ceci, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus utiliser la deuxième solution au repos, et on va retrouver donc cette expression-là comme solution, parce que c'est toujours A cosinus plus B sinus oméga. Remarquez que dans la phase 2, donc on est avec un décalage de T1 comme tout à l'heure. Donc si je vais calculer UT1, U.T1 de la phase 1, d'accord, en utilisant l'équation 5.48 donc de tout à l'heure, ça c'est la phase 1. Donc je vais remplacer pour avoir T1, ou bien puisque j'ai dit que les conditions initiales sont nulles, donc je vais beaucoup plus prendre ceci, 5.48. Donc je me retrouve avec ces valeurs-là en T1 et pour la vitesse et le déplacement. Donc je les remplace et j'obtiens donc le U1 de T1 et le U.1 de T1 qui seront à la fin de la première phase, qui seront au début de la deuxième phase. Je les remplace ici, donc, et j'aurai donc l'expression finale de U2 de T. Donc là, je remplace et j'aurai donc U2. Voilà, donc l'expression de U2 de T qui est donc celle-là. Donc, bien sûr, on remarque que c'est du type cosinus sinus. Je peux calculer le maximum, c'est la racine carrée de la somme des carrés. Donc, c'est celle-là au carré plus celle-là au carré. Donc ça, c'est des valeurs parce que T1 est une valeur, cosinus oméga 0 T1 est une valeur. Donc ça, c'est A, cosinus oméga 0 T moins B, et ça, c'est B, sinus oméga 0 T1, c'est le B. Donc là, pour calculer le maximum, on prendra le carré de ça, plus le carré de ça, parce qu'ils sont liés au cosinus et sinus. On trouvera donc 2 P0 sur K sinus PT1, pi T1 sur T, sachant que T est égal à 2 pi sur oméga 0. Donc, en phase 1, la réponse maximale sera pour un système au repos de type. Donc, ça, c'est en phase 2. Hein, en phase 2. Par contre, en phase 1, je prends uniquement le déplacement de la phase 1. Le maximum, j'ai dit, se retrouve ici. Donc, avec 1 moins cosinus 2 pi T1 sur grand T. Et si je remplace, donc, j'aurai donc, pardon, 2 P0 sur K sinus oméga carré de pi T1 sur grand T. En remplaçant donc le 1 moins cosinus avec le sinus carré, il y a une relation trigonométrique entre les deux. Donc, pour T1 sur grand T, c'est inférieur à 5. Et pour T1 sur grand T supérieur à 5, c'est 2 P0 sur K. Ça, c'est pour calculer les valeurs maximales. Donc, ainsi, on a, si directement T1, si vous avez T1 sur grand T, la période propre supérieure à 0,5, la réponse est en phase 1, maximale, avec une valeur 2 P0 sur K. Si par contre T1 sur grand T est inférieur à 0,5, la réponse maximale est en phase 2, qui est égale donc à 2 P0
sur K sinus de pi T1 seconde. Généralement, la réponse maximale est atteinte très rapidement et les forces de répétition n'ont pas le temps pour absorber une énergie significative. On remarque donc aussi que D U max sur U statique est fonction de T1 sur P. Donc, vous voyez, donc, il y a toujours une relation avec T1 sur grand P d'une façon générale pour ce type d'impulsion électroangulaire. Deuxième type d'impulsion, c'est l'impulsion sinusoïdale. Donc, comme j'ai dit, c'est un choc, une sinus, et puis ça s'arrête rapidement donc, dans le temps. Là, donc, on aura toujours deux phases. Une phase soumise à une excitation de type sinus et la deuxième phase qui est donc la phase en mouvement libre due au déplacement finaux dû à la première phase. Donc là, je prends toujours deux phases. La phase 1, donc, où l'excitation existe et je reviens donc au système euh, non amorti soumis à une excitation harmonique. Là, donc, on l'a déjà vu, chapitre 3, c'est la somme de la solution complémentaire plus la solution particulière avec une solution particulière qui est égale donc à P0 multiplié par le fameux coefficient d'amplification dynamique sinus de grand oméga. Donc là, on retrouve l'expression de U1 qui est la solution particulière plus la solution homogène. Avec des conditions initiales quelconques, on peut déterminer grand A et grand B. Et dans ce cas, donc, on aura l'expression donc U1 de T dans le cas d'une excitation de type sinus. Ça, c'est la première phase. Si les conditions initiales sont nulles, donc ceci s'en va et ceci s'en va, et il nous reste donc la fameuse équation 5.54 qui est la réponse en phase 1. Donc, la fin, c'est-à-dire la valeur de la réponse en phase 1, c'est-à-dire U pour T est égale à T1, la valeur de déplacement ici et de sa dérivée, c'est-à-dire la vitesse, vont être les conditions initiales de la phase 2. Donc la phase 2, c'est une phase, si vous voulez, libre. On va voir donc qu'elle se comportera de la même manière que les structures ou les systèmes non amortis libres. Donc, on profitera avec cette équation en phase 1 pour déterminer, si vous voulez, le maximum. Et on va voir donc que le maximum, bien sûr, s'obtient par lorsque la dérivée est nulle. Je dérive ceci et je vais dire qu'il est égal à 0. S'il est égal à 0, ça veut dire que celui-là va être égal à 0. Donc, R oméga 0, c'est grand oméga, parce que R est égal grand oméga sur oméga 0, d'accord? Et comme ceci, c'est grand oméga, ça, c'est grand oméga. Avec le grand oméga, je vais le simplifier. Il me reste donc cosinus oméga t moins cosinus oméga 0t est égal à 0, ou bien cosinus oméga t est égal à cosinus oméga 0t. Bien sûr, je cherche le temps dans lequel U1 est max. Dans ce cas, donc, l'égalité trigonométrique, mais dans ceci, j'aurai donc beaucoup plus un t max est égal à 2pi sur grand oméga plus oméga 0 après certaines simplifications. Donc, c'est-à-dire que t max doit être inférieur à t1 ou bien R doit être inférieur à 1. Donc, si R est inférieur à 1, on aura U max qui est égal à P0 sur K facteur de 1 moins 1 moins R au carré, oméga T max, avec T max qui est égal à ceci, moins 1 sinus oméga 0, 0 T max. Donc maintenant, en phase 2, comme j'ai dit, c'est une phase de vibration libre. Et là, donc, on aura l'expression de ma équation de mouvement est égal à 0. Avec, j'ai dit, le début de la deuxième phase est égal à la fin de la première phase, en vitesse et en déplacement. D'accord? J'aurai donc un remplacement avec les conditions initiales que je suppose au repos. Ça, c'est les conditions initiales à 0 de la première phase. Ce n'est pas les conditions initiales à la deuxième phase, parce qu'à la deuxième phase, c'est ceci. Par contre, les conditions initiales à la première phase, elles peuvent être nulles, c'est-à-dire, je suis beaucoup plus dans ce point. Donc, elles peuvent être nulles, il n'y a pas de problème. Mais c'est de U1. Donc, j'aurai U2 qui est égal à ceci. Et bien sûr, UT1 et U.T1, je vous ai dit qu'elles peuvent être obtenues en utilisant l'équation 554. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on va vers ces équations-là, donc, pour déterminer la valeur à T est égale, ici à T est égal à T1, d'accord? Je peux calculer la vitesse et le déplacement pour cette valeur T1 pour le déplacement U1. Et là, je les remplace ici et j'aurai donc
point U de T1 et U point de T1 dans l'équation 5.54. Ceci dit, donc, en remplaçant, j'aurai cette expression-là. Bien sûr, vous retrouvez ceci est une constante, si vous voulez, et ceci est une constante, parce qu'elle est fonction de T1, donc T1 est point. Donc, en prenant la racine carrée de la somme des carrés de ceci, le carré de ceci, et on obtient donc une valeur maximale du déplacement. Donc, on retrouve cette expression-là. Comme j'ai dit, c'est les racines carrées avec des transformations trigonométriques. Donc, je peux retrouver le maximum facile. Donc là, ça me donne R supérieur à 1 pour R supérieur à 1. Donc, B max est égal, ou bien D est égal à U de max sur U statique, qui est égal à 2R sur 1 moins R au carré, cosinus de pi sur 2R. Donc, ainsi, je peux dire que si R est inférieur à 1, le maximum est en phase 1, et il va avoir cette valeur-là, avec T max est égal à 2pi sur grand oméga plus oméga 0. Si par contre R est supérieur à 1, la réponse maximale est en phase 2, et ça sera T. N'oublions pas que R est égal à grand oméga sur oméga 0. Le grand oméga, c'est l'excitation donc de l'impulsion sinusoïdale, et oméga 0, c'est la pulsation de l'excitation sinusoïdale, oméga 0, c'est la pulsation propre. Troisième et dernier cas, c'est le cas triangulaire. Donc, on voit donc la même chose de la même manière que en général. On a deux phases. Une phase où l'excitation est appliquée donc en forme de triangle, donc décroissante, avec une droite décroissante. Donc là, l'équation de la droite, c'est P0 facteur de 1 moins T sur T1. Et une deuxième phase, donc, où on n'aura pas d'excitation, c'est 0. Là, c'est très important, donc, parce que le type d'excitation change, ou bien le type d'impulsion change. Donc, en phase 1, c'est ce que j'ai. Lorsque T est inférieur à T1, j'aurai donc ce type d'équation du mouvement qui est égale à P de T. Donc, encore une fois, de la même manière, c'est une équation, c'est une solution complémentaire plus une solution particulière. La solution complémentaire, toujours pour quelque chose nul ici. D'accord? Donc, c'est A cosinus plus B sinus. Et la solution particulière, elle prendra la même forme que celle de l'équation de l'excitation P de T, donc avec un P0 sur K. Donc là, je fais la somme des deux et j'obtiens donc U1 de T avec des conditions initiales quelconques U0 et U.0. On aura donc ce type de solution. En fait, ici, c'est U10 si vous voulez et U.10 si vous voulez pour ne pas un petit peu confondre avec les autres. Si maintenant le système est au repos, celui-là s'en va, celui-là s'en va, et il me reste donc U1 de 0 est égal à 0 et U.10 est égal à 0. Il me reste donc, pardon, cette expression-là, 5.64. Donc, il faut essayer de voir cette expression-là et ne pas l'oublier parce que on aura besoin par la suite de la valeur de ce déplacement à t est égal à t1. Parce que j'ai dit que la fin de la première phase, c'est le début de la deuxième phase. Donc, j'aurai besoin de U1 de T1 et U.1 de T1 pour démarrer la deuxième phase, bien sûr. Donc, la deuxième phase, ça sera donc pour T supérieur à T1 et on est en phase d'oscillation libre avec, comme je dis, les deux égalités. Le déplacement au début est égal au déplacement à la fin. La vitesse au début est égale à la vitesse à la fin. Et là, donc, avec des conditions initiales nulles, là encore, ces conditions initiales sont des conditions qui sont ici. Il ne faut pas les confondre avec les conditions initiales du point T1, mais c'est beaucoup plus des conditions initiales au point 0. Donc là, il suffit de supprimer donc ces valeurs initiales et de laisser que les expressions donc U2 ici. Donc, comme j'ai dit, UT1 et U.T1 sont obtenus par la fameuse équation, donc 5.564 qu'on a ici, donc à la fin, j'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est AT est égal à T1. Pour le déplacement, la vitesse, bien sûr, il suffit juste de dériver par rapport au temps. Et donc, en remplaçant, on aura donc ces valeurs-là, et puis en les remplaçant, donc on aura l'expression finale de mon déplacement à la deuxième phase, donc il est un peu plus grand, donc la même chose. Il faut noter que cette partie-là,
est constante et que cette partie-là est constante. Donc, on aura A, si vous voulez, et B. Donc, A cosinus oméga 0 t moins T1 et B sinus oméga 0 t moins T1. La racine carrée, donc, le déplacement maximal en deuxième phase, c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré, qui n'est autre que UT1 au carré plus U point T1 au carré sur U oméga 0 au carré. Donc, on retrouvera cette expression-là de masse. Pour T1 sur T inférieur à 0,4, la même chose. Donc, on ne trouve que en général, le coefficient d'amplification dynamique est fonction de T1 sur T. Voilà, donc on peut résumer pour les trois cas, si vous voulez, dans un seul graphe. On remarque que pour l'impulsion rectangulaire, donc, elle va jusqu'à une valeur à peu près 0,5 et elle va se stabiliser donc de T1 sur T. On a dit donc à peu près à 0,5. Par contre, pour une impulsion triangulaire, donc on voit qu'elle remonte jusqu'ici. Et pour l'impulsion sinusoïdale, donc elle prend la troisième forme, qui est beaucoup plus. Donc, si vous voulez, ça c'est la variation de D en fonction de T1 sur grand T. C'est généralement en fonction d'une période. On appelle ça des spectres de réponse ou bien des spectres de choc. Voilà, donc quelques petites remarques. On voit que en général, comme j'ai dit, quel que soit le type d'impulsion, la valeur maximale de D est égale à 2. C'est une valeur maximale obtenue, obtenue pour une impulsion rectangulaire. Donc vous voyez, ici c'est la valeur maximale de D. D'où, dans les analyses d'impact, on prend souvent une force statique équivalente est égale à 2 fois la force appliquée. Ça nous facilitera, bien sûr, et ça nous évitera les calculs aussi complexes que possible. Donc, vous voyez que dès que T1 sur T est supérieur à 0,5 à peu près, la valeur maximale est 2. Donc, si on prend directement une force statique équivalente 2 fois la force appliquée, donc on est dans la sécurité. Donc, la même chose, si T1 sur T est supérieur à 0,5, la réponse maximale est en phase 1 pendant le choc, c'est pendant le choc. Alors que si T1 sur grand T est supérieur à 1, donc si je suis ici, vous voyez que en général, sur la verticale, Dmax dépend de la variation temporelle de l'impulsion. En comparant l'impulsion sinusoïdale, donc qui descend, et l'impulsion rectangulaire qui est égale à 2, donc une montée graduelle de la force produit une amplification moindre qu'une montée soudaine. Et enfin, si T1 sur T grand T est inférieur à 0,5, la réponse maximale se trouve en phase 2, c'est-à-dire en vibration libre, et dépend de la valeur d'impulsion qui est égale à l'intégrale de la force P de T dt. Voilà, donc j'espère que on a eu une idée sur ces excitations, le type périodique, échelon et impulsif. J'ai dit, chaque type d'excitation va me donner une réponse en fonction de cette excitation-là. Le plus important, c'est que, en général, dans les structures, dans les excitations périodiques, on a recours beaucoup plus à un développement en série et on calcule chaque terme de la série, on lui calcule la réponse et on fait une superposition des réponses. Dans le cas des excitations en échelon, il faut faire attention à ce que vous pouvez avoir un déplacement donc qui est sur plusieurs étapes si l'échelon se fait en étapes. L'échelon est beaucoup plus constant, donc c'est une constante, c'est une valeur constante. Je vous demande de retenir ce type d'excitation parce qu'elle est constante dans un intervalle, le type échelon. Je vous demande de retenir donc ceci parce que on va l'utiliser dans le prochain chapitre lorsqu'on parlera donc des excitations quelconques, sachant que une excitation quelconque dans le temps, c'est un ensemble d'échelons. Ça, c'est très important et c'est la base de toute la méthode d'intégrale linéaire pour la solution des systèmes à un seul degré liberté. Enfin, une excitation impulsive, c'est une excitation qui est très très courte, c'est une excitation de choc et dont l'amortissement n'aura pas la possibilité de se développer, donc on tiendra beaucoup plus
des systèmes non amotis. Et là, donc, on a deux phases d'excitation, deux phases, pardon, de chargement, une phase où l'excitation existe et une phase où l'excitation est nulle, sachant que la deuxième phase est le départ de la deuxième phase et la fin de la première phase. Voilà, donc je vous remercie. Je vous retrouverai la prochaine fois pour terminer les vibrations forcées des systèmes à un seul degré de liberté en tenant compte de type d'excitation qui sera une excitation quelconque. Je vous remercie donc. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Merci.